Près de 20 000 civils évacués de Mariupol, où la situation humanitaire est dramatique. À Kiev, les bombardements se poursuivent, notamment sur des zones résidentielles. Les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes en visite à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se félicite de ses soutiens. Pour faire pression sur Moscou, les Occidentaux utilisent à nouveau l'arme des sanctions économiques. Elles visent les dirigeants russes et les oligarques. De son côté, Moscou a adopté des contre-sanctions. Nazanin Zaghari Ratcliffe est en route pour rentrer en Grande-Bretagne. Cette femme irano-britannique était retenue en Iran depuis 2016. À Kiev, plusieurs fortes explosions ont eu lieu à l'aube à l'ouest de la capitale ukrainienne, encerclée par l'armée russe. Hier, des zones résidentielles avaient été touchées, faisant des victimes parmi les civils qui vivent dans l'angoisse permanente. Annelise Borges est notre envoyée spéciale à Kiev. De nombreux habitants encore présents à Kiev ont passé la nuit et les prochaines heures dans des abris comme celui-ci. Des parkings, sous-sols, stations de métro qui se sont transformés en bunkers. Des endroits sûrs alors que la ville est de plus en plus la cible de frappes et devient le théâtre de combat entre les troupes russes et l'armée ukrainienne. Le maire de Kiev a décrété hier un couvre-feu de 35 heures, ajoutant que la capitale faisait face à un moment difficile après qu'au moins 5 personnes des civils ont été tuées dans de nombreux quartiers résidentiels de la ville touchés par des bombardements. De nombreux habitants encore présents à Kiev, une ville de près de 3 millions d'habitants en temps normal, se disent prêts à se battre, à joindre le mouvement de résistance face à l'invasion russe. Ils jurent de défendre leur ville, quelles qu'en soient les conséquences. Mardi, cette crise a franchi un nouveau cap. Le nombre de personnes qui ont fui le conflit et traversé la frontière, devenant de fait des réfugiés, a dépassé les 3 millions, dont la moitié sont des enfants, selon l'UNICEF. Annelise Borges in Kyiv for Euronews. Hi, nice to meet you. You're very welcome. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu hier à Kiev les premiers ministres polonais Mateusz Morawiecki, tchèque Petr Fiala et slovène Janez Janša. Partis de Pologne en train, les dirigeants des 3 pays ont voulu affirmer le soutien sans équivoque de l'Union européenne à l'Ukraine. Lors de cette réunion, Volodymyr Zelensky a donné les dernières informations concernant la situation militaire et humanitaire. Il a également fait état de l'avancée des pourparlers qui reprennent aujourd'hui avec la Russie. Avec de tels amis, de tels pays, voisins et partenaires, nous pourrons vraiment vaincre. Je ne veux pas dire qui, nous le savons tous, a déclaré le président ukrainien. Nous ne vous laisserons jamais seuls, parce que nous savons que vous vous battez non seulement pour vos maisons, votre liberté et votre sécurité, mais aussi pour nous, a quant à lui affirmé Mateusz Morawiecki. Le vice-premier ministre polonais Jarosław Kaczyński, également du voyage, a réclamé une mission de paix de l'OTAN, une mission qui, selon lui, doit être protégée par des forces armées. Le soutien des Occidentaux à l'Ukraine se traduit notamment par l'application de sanctions économiques contre les dirigeants russes. Ce mardi, le gouvernement britannique a adopté de nouvelles mesures, entre autres des gels d'avoirs et des interdictions de voyage visant plusieurs centaines de personnalités russes. Comme l'a dit la chef de la diplomatie britannique, l'objectif est de couper les financements de la machine de guerre russe. Ces nouvelles sanctions touchent des oligarques, mais aussi des dirigeants politiques, comme l'ex-premier ministre Dmitry Medvedev ou les porte-paroles du Kremlin et de la diplomatie. De son côté, l'Union européenne a adopté un 4e paquet de sanctions contre Moscou. Parmi ces mesures, il y a l'interdiction de l'importation de biens essentiels dans le secteur du fer et de l'acier. Il y a aussi l'interdiction de l'exportation de produits de luxe très prisés par les oligarques russes, souvent proches du Kremlin. L'ambassadeur russe à Paris a réagi à ces nouvelles sanctions, dénonçant une chasse anti-russe.
Aujourd'hui, des familles, des proches, des gens plus éloignés, des cousins germains, des connaissances, voire des inconnus sont traqués. À mon avis, 600 personnes supplémentaires ont été ajoutées à cette liste des sanctions européennes. Les autorités russes ont décidé d'appliquer le principe de réciprocité, autrement dit, des contre-sanctions ont été adoptées visant des personnalités occidentales dont le président américain, son chef de la diplomatie ou encore le patron de la CIA. Par ailleurs, la Russie, qui était menacée d'être exclue du Conseil de l'Europe, a pris les devants en se retirant de cette organisation. Le Conseil de l'Europe est la principale organisation de défense des droits de l'homme sur le continent européen. La Russie en était membre depuis 1996. Ils sont des victimes de l'autre guerre de l'Ukraine, celle menée contre le Covid-19. Des dizaines de patients sont admis dans cet hôpital de Kharkiv, l'une des villes les plus durement touchées par les bombardements de l'armée russe. La peur d'être attaqué est bien présente chez le personnel de l'hôpital et les patients reliés à des bouteilles d'oxygène. Comme vous pouvez le voir, les fenêtres sont fermées. Les bombardements ont lieu du matin au soir. Dieu merci, une bombe n'a pas encore touché notre hôpital, mais elle peut frapper à tout moment, raconte le directeur de l'hôpital. Le personnel s'emploie à trouver des solutions en cas d'attaque. Un abri anti-bombe a été aménagé dans le sous-sol de l'hôpital pour transporter les patients malades et affaiblis si nécessaire. Nous descendons ici plusieurs fois par jour, le plus souvent la nuit, mais aussi parfois la journée, lorsque les sirènes se déclenchent et que nous entendons des bombardements. Depuis le début de la guerre, de nombreux membres du personnel sont aussi confrontés à des problèmes de transport. Certains ont dû s'installer dans les sous-sols de l'hôpital. Beaucoup ne peuvent pas se rendre au travail, alors nous essayons de faire avec le personnel que nous avons. Ceux qui ont pu venir restent maintenant ici, explique la directrice du département. Le nombre d'infections quotidiennes au Covid-19 avait atteint des sommets mi-février en Ukraine, avec environ 40 000 cas par jour, avant de commencer à décliner. Puis la guerre a éclaté et la pandémie est passée au second plan. Nazanin Zaghari-Ratcliffe est en route pour rentrer en Grande-Bretagne. Cette femme irano-britannique était retenue en Iran depuis 2016. D'après une députée britannique proche du dossier, Nazanin Zaghari-Ratcliffe a récupéré son passeport britannique ce mardi, laissant entrevoir un dénouement dans cette affaire. C'est ce qui s'est donc passé ce mercredi. Aux dernières nouvelles, elle était à l'aéroport de Téhéran dans l'attente d'un vol qui la ramènera à Londres. Nazanin Zaghari-Ratcliffe travaille pour la fondation Thomson Reuters. En 2016, alors qu'elle rendait visite à sa famille à Téhéran, elle s'est fait arrêter. Accusée de complot pour renverser la République islamique, elle a été condamnée à 5 ans de prison. Elle a toujours rejeté les accusations pesant contre elle. D'après ses proches, elle est l'otage d'un vieux contentieux diplomatico-financier entre la Grande-Bretagne et l'Iran. Au Pérou, une impressionnante coulée de boue provoquée par de fortes pluies a enseveli près de 80 maisons. La tragédie s'est produite dans un village de la région de la Libertad, situé à 500 km au nord de Lima. Les habitants se sont immédiatement précipités pour tenter de dégager les survivants piégés à l'intérieur. Une quinzaine de personnes sont portées disparues. La Tour Eiffel gagne de la hauteur. Une nouvelle antenne radio a en effet été installée par des ingénieurs défiant le vertige et avec l'aide d'un hélicoptère. Cette nouvelle antenne sera utilisée pour transmettre la radio numérique en région parisienne. La Tour Eiffel a gagné 6 mètres et mesure désormais 330 mètres de haut. Le prix Pritzker, la récompense la plus prestigieuse de l'architecture, a été remporté par le Burkinabé Diébedo Francis Kéré. Consécration pour l'architecte de 56 ans, connu pour ses conceptions durables au service des populations locales. Le jury a voulu saluer son travail qui vise à corriger les inégalités sociales. Il est le premier Africain à remporter cet honneur.